Bonjour, vous écoutez le podcast Il était 4 fois l'entrée des coulisses, produit par l'association La Danse des mots, Théâtre et Compagnie. Si vous désirez découvrir ce qui se passe derrière le rideau d'une scène de spectacle et écouter des artistes raconter leurs secrets, vous êtes au bon endroit. Ce podcast donne la parole à des artistes de théâtre, bien sûr, de musique, de danse, d'art en tout genre, au gré des opportunités. Je suis Isabelle S. de la compagnie La Danse des mots et je serai votre guide dans les coulisses. Au programme de cet épisode, je vais vous parler du choix d'un nom pour un artiste ou pour une compagnie de théâtre comme la nôtre. Vous entendrez le témoignage de Romain Lefrançois, l'invité de l'épisode précédent, et je vous raconterai l'histoire du nom de notre compagnie. Nous ouvrirons la deuxième porte des coulisses sur l'univers de Rom Tom, un artiste amoureux de musique et de rythme. Et nous terminerons en écoutant un texte lu par Guy Chouraki de La Danse des mots. Quel texte ? Restez avec nous jusqu'à la fin et vous le saurez. Allez-y, en coulisses. Hélas. Elle parle. Oh, parle encore, bel ange. Roméo. Oh, Roméo. Pourquoi donc es-tu Roméo ? Renie ton père et refuse le nom qu'il t'a transmis, ou si tu ne veux pas, fais serment de m'aimer, je cesserai d'être une Capulet. Dois-je en entendre davantage ? Ou dois-je répondre à cela ? C'est ton nom seulement qui est mon ennemi. Tu resterais toi-même si tu n'étais pas un Montaigu. Qu'est-ce qui est Montaigu ? Ce n'est pas la main, ni le pied, ni le bras, ni le visage, ni la moindre partie de la personne humaine. Oh, prends un autre nom. Qu'est-ce qu'un nom après tout ? Si celle que nous appelons une rose portait un autre nom, ne sentirait-elle pas aussi bon ? C'était l'extrait de Roméo et Juliette de William Shakespeare, la fameuse scène du balcon, issue ici du film de Baz Luhrmann en 1997 avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes. Dans cette scène, Juliette se désespère en fait que Roméo soit de la famille des Montaigu. La scène amène à réfléchir sur l'identité, sur la correspondance entre l'identité et le nom. Et le choix de son nom d'artiste ou de sa troupe de théâtre, c'est un choix loin d'être anodin et pas toujours si facile que ça à trouver. D'ailleurs, est-ce qu'il faut prendre un nom d'artiste ou garder le sien, celui de sa naissance ? Écoutons Romain Lefrançois à ce sujet. Oui, mon nom d'artiste est mon vrai nom parce que j'ai plusieurs projets. Et donc, j'ai eu à un moment donné un pseudo, c'était Solex, quand j'ai commencé la chanson. C'était un hommage à mon grand-père. J'ai développé ce projet, voilà, j'ai fait plusieurs albums avec, plein de concerts. Il a été à géométrie variable. Et c'était un hommage à mon grand-père parce qu'il adorait le Solex. Mais par ailleurs, j'ai d'autres aussi projets dans lesquels je me fais pas tout le temps appeler Solex pour pas un peu mélanger les choses. Donc, j'ai du mal parfois à le porter. J'ai jamais développé un projet en me faisant appeler Romain Lefrançois. Soit il y avait des pseudos, soit c'était le nom du projet. C'est un spectacle avec d'autres artistes qui s'appelle Qui a coupé l'eau et Romain Lefrançois, c'est la petite ligne auteur ou interprète, mais c'est pas le nom du projet. Et à tel point que je développe un nouveau projet et avec un camarade qui s'appelle Olivier Le Gall et je me fais pas appeler Romain Lefrançois, pourtant je suis l'auteur des textes, mais je me fais appelez-moi François. J'ai du mal à le mettre sur la scène, mon nom civil. Et voilà. Par contre, pour d'autres, le nom d'artiste s'impose, naturellement. Comme pour Rom Tom, l'invité de cet épisode. Écoutons-le raconter pourquoi il s'appelle Rom Tom. Mon nom d'artiste, en fait, c'est presque pas moi qui l'ai choisi. Rom Tom, c'est Romain Thomas, c'est comme ça que je m'appelle. Et c'est un surnom d'enfance, en fait, qui était parfois employé dans le cocon familial restreint, c'est-à-dire moi, mon père, ma mère, on est plus dans la famille, mais j'ai grandi dans ce cocon-là, voilà. Et donc ça vient de là, et j'aimais bien la sonorité, et je trouvais que
Et je trouvais que c'était finalement un nom assez honnête, en fait. Nom d'artiste ou nom de compagnie de théâtre, même combat. Il doit être porteur d'une identité. Je me suis amusée à chercher sur le net quelques noms de troupes de théâtre et certains sont surprenants. Par exemple, compagnie Lézard Décadent. Lézard écrit comme l'animal, le lézard. Ou la troupe des inattendus. Ou encore compagnie Oups c'est ouf, etc., etc. Nous saluons d'ailleurs ces troupes si elles nous écoutent. Nous, on s'appelle la compagnie La Danse des mots. Alors d'où vient ce nom ? En fait, en 2011, nous préparions la création de la pièce Spirale. Cette pièce est le travail théâtral qui a fondé notre compagnie. Et donc très vite, il a fallu créer une structure juridique pour porter ce projet. Et là, page blanche. Comme j'étais à l'initiative du projet, je devais trouver un nom et j'avoue qu'il y a 10 ans, je n'imaginais pas que notre troupe existerait encore. Alors du coup, ce que j'ai fait, un petit peu pressée par le temps avec toutes les démarches administratives et les réservations de salles pour les répétitions, eh bien je l'ai choisi toute seule. Bon, aujourd'hui, je ne procéderai pas comme ça, mais bon, voilà, à l'époque, il se trouve que je l'ai choisi toute seule. Alors, la danse des mots. Danse parce que dans la pièce Spirale, la mise en scène est parfois très chorégraphiée et il y a plusieurs séquences dansées, en tout cas gestuelles. Et mots pour rappeler le théâtre, le verbe, les textes. Donc la danse des mots. Et là, je me suis aperçue que ce nom était déjà le nom d'une émission de radio sur RFI, une émission qui parle de la langue française à travers le monde. La danse des mots, Yvan Amar. Et puis, il y a cette fameuse chanson. C'est la danse des mots. Danse des mots. C'est la danse des mots. Et oui, la danse des mots qui a été chantée par Jean-Baptiste Mondino, un tube de 1984. Alors autant vous dire que j'étais catastrophée parce qu'à la préfecture, eh bien, je l'avais déjà déclaré l'association avec ce nom, la danse des mots. Alors c'est vrai, le nom n'est pas original et souvent d'ailleurs les gens le déforment. Ça donne la compagnie des mots qui dansent, les mots dansés, et j'ai même eu droit au lapsus la danse des morts. Et donc un jour j'en ai eu assez. Et l'été dernier, nous avons lancé un brainstorming, toute la petite équipe, donc 4 personnes, plus une 5e, monsieur mon mari, et nous avons donc fait une belle tempête de cerveau pour trouver un autre nom. Et nous avons tournicoté autour du chiffre 4, puisque nous sommes 4 artistes dans la compagnie. Alors des noms avec le chiffre 4, on en a trouvé plein, qui existaient déjà, qui n'étaient pas terribles, qui ne plaisaient pas aux uns mais plaisaient aux autres. Bref, au final, j'ai fini par trancher. En gardant le nom Danse des mots et en ajoutant théâtre et compagnie. Bah oui, tout ça pour ça. Mais un nom, ça se construit. Et comme Juliette l'exprime en parlant de Roméo et de son nom, un nom, c'est plus qu'un nom. Et dans notre cas, changer de nom, cela voulait dire modifier les statuts de l'association, donc faire une démarche auprès de la préfecture, le nom de site et donc le nom de domaine, modifier le compte bancaire, modifier tous les comptes de théâtre auxquels nous sommes abonnés, modifier la page Facebook, etc., etc. Donc c'était vraiment fastidieux. Alors au final, on reste la compagnie La Danse des mots ou La Danse des mots Théâtre et compagnie. Et notre nom de podcast, vous savez d'où il vient ? Eh bien, nous tenions à garder un nom avec le chiffre 4. Et oui, encore. Et après avoir bien galéré, nous sommes restés sur « Il était 4 fois ». Et personnellement, je trouvais que ce nom n'était pas complet parce qu'il ne donnait aucune clé sur le contenu du podcast.
et j'ai donc proposé d'ajouter l'entrée des coulisses. Et je l'ai déposé ce nom. L'entrée des coulisses est un nom déposé à l'INPI, l'Institut national de la protection intellectuelle. Voilà, vous savez tout. Enfin, presque tout. Bon, allez, tant qu'à révéler des coulisses, allons-y. Parce que si mes 3 autres compagnons de route, Guy Chouraki, Magali Godin et Dominique Contestin, gardent leur nom dans leur activité artistique, eh bien moi, tout artiste au statut amateur que je suis, j'ai un pseudonyme. Bah oui. Avec mes activités artistiques pour la danse des mots, je suis Isabelle S. Alors pourquoi ? Déjà parce que je n'ai pas envie de mettre mon nom civil à l'affiche, et aussi parce que j'ai débuté l'aventure de l'association avec un nom de mariage qui débutait par un S, et je ne le porte plus aujourd'hui. Donc, le pseudonyme Isabelle S me convient très bien. Voilà, maintenant vous savez tout. Musicien, professeur de capoeira, amoureux de rythme, Rom-Tom a choisi de s'écarter d'une route toute tracée pour tracer un parcours atypique. Ouvrons la porte des coulisses sur son univers profondément musical. Quand tu veux. Bonjour, non pas bonjour, on n'est pas à la radio, alors... Salut, je m'appelle Rom-Tom et je suis auteur, compositeur, interprète. Alors Rom-Tom, pour entrer dans ton univers, on va commencer, si tu le veux bien, par entrer dans ton lieu de travail. Est-ce que tu peux nous décrire le lieu où tu travailles le plus ? Alors, l'endroit où je travaille, l'endroit où je compose, il y a un pommeau de douche en face de moi. Non, je rigole. Enfin, c'est juste pour dire que je compose pas mal dans ma douche, comme tout le monde. Mais non, sinon j'ai la chance d'avoir une pièce dédiée à la musique chez moi depuis pas si longtemps que ça. Et c'est un vrai bonheur parce que ça me permet de laisser tout en place et de pas avoir tout arrangé et à réinstaller à chaque fois. Donc quand je dois aller dans ma pièce musique, si je veux enregistrer quelque chose, ça prend 2 secondes, j'ai juste à me brancher et c'est parti quoi. Donc comment ça se passe ? J'ai un bureau, en face de moi un ordinateur, qui est quand même le centre névralgique de la chose, puisque j'ai assez peu de matériel analogique. Tout est fait en digital à l'intérieur de l'ordinateur. Donc mon clavier, ma souris, à côté une carte son de laquelle partent mes câbles auxquels je peux brancher des micros, des instruments. À ma droite, un clavier qui peut servir de piano, mais qui plus généralement sert de clavier MIDI. Oui, un clavier MIDI. Est-ce que tu peux rappeler rapidement ce que c'est ? Le MIDI, c'est un système de partition où, avec un clavier, on peut jouer tous les instruments qu'on a dans une banque de sons. Voilà, j'ai une guitare classique, une guitare acoustique, une basse, quelques percussions. Pas tout parce que il n'y a pas la place dans ma petite pièce de tout mettre, donc il y a des fois des choses que je dois aller chercher ailleurs. Et puis des pieds de micro, des pieds de micro, un anti-pop-up, ce genre de matériel quoi. Et puis voilà, c'est une configuration assez légère en fait pour un studio. Ton projet musical en tant que musicien, artiste professionnel a déjà quelques années et j'espère quelques années encore, de longues années encore devant lui. Et du coup, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu faisais avant d'être musicien ? Avant d'être musicien, j'étais dans le ventre de ma mère. Alors, on va peut-être pas remonter aussi loin. Si tu veux bien avancer un petit peu dans la chronologie. Non, c'est parce que je dis ça parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'être musicien finalement ? En fait, je trouve que la question est intéressante. Moi, je suis assez souvent confronté à ça, c'est-à-dire que pendant des années, j'ai pas gagné un sou avec ma musique, mais je me considérais quand même comme étant musicien. Mais pour la plupart des gens, à partir du moment où on n'est pas professionnel, on peut pas le dire.
pour moi, c'est pas vraiment ça être musicien. Donc, je disais, c'était une boutade. Je disais que ce que je faisais avant, j'étais dans le ventre de ma mère parce que bon, bah, pour moi, on est musicien à partir du moment où on commence à faire de la musique. Et commencer à faire de la musique, ça veut pas dire prendre des cours de musique. Ça veut dire chanter, ça veut dire taper sur un instrument à percussion, ça veut dire essayer de faire des notes sur le piano. À partir du moment où on est passionné par ça et qu'on a envie de faire quelque chose avec ça, je pense qu'on peut dire qu'on est musicien. Maintenant, je pense que la question s'adresse à... Enfin, la question veut plutôt dire... quand est-ce que j'ai décidé de faire de la musique ma vie? Je pense que c'est plutôt ça la question. Ouais. Et qu'est-ce que je faisais avant? Alors, avant de décider que ce soit mon activité principale, j'ai eu un parcours pas tout à fait classique parce que j'ai fait des études de droit. Et je me suis pas contenté d'aller voir en droit ce qui se passait pour finalement me dire que ça ne me convenait pas, parce qu'en fait ça me convenait assez bien, les études de droit, j'ai beaucoup aimé les études de droit. Et comme je suis pas trop du genre à arrêter un truc avant de le terminer, bah je l'ai terminé avant de passer à autre chose, c'est-à-dire que j'ai été jusqu'à obtenir mon diplôme d'avocat. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de faire de la musique. Mais ça s'est pas fait comme ça, hein, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Mais c'est après avoir obtenu mon diplôme d'avocat que disons en l'espace d'un an à peu près, je me suis considéré comme vraiment musicien. T'étais dans un droit particulier? Alors, comme j'ai pas pratiqué le métier, c'est difficile de dire que j'étais spécialiste. Mais bon, parce que en vérité, la spécialité s'acquiert par la pratique surtout. Mais on peut quand même dire que j'avais quand même des spécialités dans mon apprentissage et dans ma formation à partir de la 3e année jusqu'à il y a 5 années de fac plus 1 an et demi d'école du barreau. J'ai quand même été beaucoup plus orienté sur le droit international. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails ennuyeux du truc, mais en gros, ce que je faisais, ma spécialité, ce qui a été l'objet de mon mémoire et ce que j'ai pratiqué un peu en stage, c'est ce qu'on appelle le droit international des investissements, l'arbitrage international, et c'est ce qui concerne les contrats et les conflits entre les États et les multinationales. C'est-à-dire, pour donner un exemple très rapide, admettons que je sois un État pas des plus développés, j'ai besoin de construire des autoroutes ou extraire du pétrole que j'ai sur mon sol, enfin sous plutôt, mais je n'ai malheureusement pas encore les compétences techniques pour le faire, alors je vais passer un contrat avec quelqu'un qui sait le faire. C'est une multinationale, en général, qui s'occupe de ça. Et donc, il y a un contrat qui régit ça. Il y a différents niveaux juridiques, internes, internationaux, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, c'était un peu ça, ma spécialité, si on peut dire. Donc, tu jouais déjà de la musique, tu pratiquais déjà guitare Oui, j'ai toujours fait de la musique pour autant que je m'en rappelle. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure je disais qu'avant d'être musicien j'étais dans le ventre de ma mère. J'ai toujours fait de la musique, mais j'étais pas du genre très 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 assidu quand même. Il faut bien le reconnaître. J'étais pas le gros bosseur, quoi. Je faisais ce qui me plaisait et comme ça me plaisait, je me rappelle que quand j'ai commencé les cours à proprement parler par le piano. Et je me rappelle que moi, ce qui m'éclatait, c'était de jouer les sonates de Mozart jazz. Alors j'appelais ça jazz, hein, c'était le pauvre jazz, hein, mais bon, ce que je veux dire, c'est que au lieu de le jouer avec un rythme assez rigide que celui du classique, je le ternarisais, je le shabadaisais, si on peut dire. Voilà, et j'étais tout fier d'arriver et de montrer ça à ma prof de piano qui en retour me disait c'est bien, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Voilà, et moi ça m'allait pas trop ce genre de réponse. Bon, voilà, donc oui, j'ai toujours fait de la musique. Et, pendant toutes mes études de droit, on avait un pseudo-groupe, c'est pas vraiment un groupe, mais avec des potes où on se réunissait pour faire du jazz. Enfin, c'est comme ça qu'on disait, mais c'était vraiment, encore une fois, du pauvre jazz, mais on avait compris le principe d'improvisation des gammes, alors on s'entraînait à faire ça sur beaucoup du jazz manouche. C'était l'époque où le jazz manouche était très, très présent.
Mais encore une fois, j'étais quand même un peu un branleur, hein, faut le dire. Hein. Je veux dire, je travaillais pas, quoi. Enfin, à part les trucs que je voulais vraiment faire. Il a fallu que je décide de faire ça de ma vie pour que ça change du tout au tout et que là, je me mette à travailler vraiment. Tu viens d'une famille de musiciens, du coup? Parce que tu dis que tu as toujours fait de la musique, ça te vient comme Ouais. ça? Ou tu viens d'une famille de musiciens? Alors, c'est un peu particulier. Je pense que je viens d'une famille de médecins. Mais mon père était clarinettiste dans l'orchestre de l'hôpital Saint-Antoine. L'orchestre jazz, le petit band, je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, le petit orchestre jazz de l'hôpital Saint-Antoine. Donc oui, j'ai toujours été confronté à la musique, mais mes parents étant médecins, je pense que inconsciemment, c'est probablement pour ça que j'ai fait droit, parce que inconsciemment, je devais me dire que ce qu'il fallait que je fasse, c'était médecine, architecture, droit, enfin que des métiers de cet ordre-là. J'ai jamais imaginé que je pouvais faire de la musique un métier, puisque mon père ne le faisait pas. Aussi bon musicien qu'il ait pu être, d'ailleurs. C'était un hobby pour lui. Et voilà, du coup, oui, j'ai toujours été confronté à la musique, mais ça a toujours été présenté comme un hobby chez moi. Il a fallu que je rencontre d'autres gens et que pour que je puisse l'envisager comme une profession, quoi. Et justement, alors, du coup, c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu as dit, bah là, maintenant, je vais en faire mon métier, mon activité principale? Le déclic, ça a été le fait de faire, je pense. En fait, la manière dont ça s'est passé, c'est que j'ai eu mon diplôme d'avocat. Et en sortant de l'école du barreau, j'avoue que j'ai une espèce d'angoisse à l'idée de trouver une collaboration, m'installer en cabinet. Ça m'a pas plu tellement. Mais je me suis dit bon, c'est peut-être juste, c'est normal, hein, c'est la fin d'un chemin, c'est la fin des études, le début de la vie active. Donc au début, je me suis dit, je vais me prendre quelques mois. J'avais eu mon diplôme en octobre-novembre. Je me suis dit bon, j'ai bien mérité, ça fait quand même 7 ans d'études, j'ai bien mérité de me prendre un peu de temps là. Je vais me prendre au moins jusqu'à la fin de l'année. Et parce que j'ai envie de faire de la musique là et que j'ai une configuration pour le faire. Enfin, donc j'ai envie de faire de la musique. Et après, je pense que je prendrai un mi-temps pour pouvoir monter mon académie, enfin pas tout à fait, mais pour pouvoir donner des cours de capoeira, parce que je fais ça aussi, et monter mon activité par rapport à ça, et aussi avoir plus de temps pour faire de la musique pour mon plaisir, quoi. J'étais encore dans l'optique, la musique est un hobby, tout ça. Donc voilà. Et le fait est que en fait, dans ces quelques mois, dans ces 3-4 mois qui ont suivi l'obtention de mon diplôme, j'ai enregistré des maquettes, donc j'ai créé, j'ai composé, j'étais à fond. Et ça me demandait pas le moindre effort d'être à fond. C'était une obsession, le truc, quoi. Et donc j'ai fait ces quelques maquettes et j'avais quand même la chance autour de moi de connaître 2-3 personnes qui sont dans l'industrie de la musique. À qui je pouvais peut-être pas demander des faveurs, mais en tout cas demander un avis. Et j'ai demandé, une fois que j'ai enregistré ces maquettes, j'ai demandé l'avis à ces personnes qui m'ont, globalement à peu près tous dit la même chose, c'est-à-dire, c'est bien, faut que t'en fasses plus, faut que tu continues, faut que tu fasses, faut que t'ailles au bout du truc en fait, voilà. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à envisager que je puisse faire ça en fait. Et puis le fait de fréquenter aussi de plus en plus de musiciens professionnels, où tout d'un coup, c'était un style de vie qui existait en fait tout d'un coup, pour moi. Tu as évoqué tout à l'heure un petit peu ta famille, notamment ton papa musicien. Du coup, comment est-ce que tes parents voient ton parcours? Parce que c'est vrai que avoir un fils qui s'engage dans des études de droit, donc apparemment vers un métier, je dirais, rassurant, pour se lancer dans une carrière d'artiste, de musicien, c'est peut-être moins rassurant. Comment tes parents voient ton parcours? Mes parents, comment voient-ils mon parcours? C'est assez difficile de répondre pour eux déjà, parce que je pense que ça doit être un peu compliqué pour eux parfois, même si je pense, voilà, ils ont un fils qui était promis à une carrière
que la société aujourd'hui considère comme désirable, et qui a choisi de changer complètement ça. Donc je pense qu'ils comprennent très bien le pourquoi du comment. Ils me soutiennent, hein, aucun problème là-dessus. Maintenant, évidemment que ça les rassure pas forcément tous les jours, parce que quand on quitte une vie où tout est tracé et où a priori il n'y a pas d'inquiétude à avoir, en tout cas pas financière, pour arriver dans un domaine beaucoup plus instable, où ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus incertain d'être installé, quoi, on va dire. Forcément, ça les rassure pas. Je sens parfois que ça les inquiète beaucoup. Et puis du coup, je sais que quand j'ai des doutes, ils vivent encore plus difficilement. Bon, voilà, c'est pas simple pour eux, mais je sais qu'ils font le mieux qu'ils peuvent, et c'est largement suffisamment bien. Ce qui m'empêche pas de leur faire 2-3 reproches de temps en temps, hein, mais ça n'a pas de, enfin voilà. Ça n'a pas de rapport. Enfin, ils font le maximum, et ils sont là pour moi, quoi. Donc, je pense que c'est pas le choix qu'ils auraient préféré, ça c'est certain. Je les ai un peu forcés à s'adapter à ça, mais ils le font aussi bien qu'ils peuvent, et je pense qu'on peut très facilement dire que c'est largement suffisamment bien. Voilà. Ils sont fans. Ils aiment ce que tu fais. Je pense. Alors après, ma mère est fan, mais ma mère, c'est son tempérament, et mon père a plutôt le genre à pas trop le dire. Donc, voilà, ça dépend du tempérament. Mais je crois qu'ils apprécient ce que je fais, oui, je crois. Si je te demande de décrire ta musique. La fameuse question du style de musique. Et oui, la fameuse question. Comment décrirais-tu ta musique ? C'est une question que je trouve toujours délicate. C'est toujours difficile d'y répondre. Déjà parce qu'on se rend compte que si on demande à des auditeurs différents, ils diront pas forcément la même chose de la même musique. Et même moi, à parler de ma propre musique, je dirais pas forcément la même chose selon les jours. Pour moi, la question du style de musique, c'est pas une question très artistique, c'est une question assez commerciale qui vise à rentrer une musique dans une case pour qu'elle soit plus facilement vendable, ce que on peut tout à fait comprendre, hein. Mais l'inconvénient de ça, c'est que je trouve que c'est aussi un enfermement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dit je fais tel style de musique, on s'est presque interdit de faire autre chose. C'est pas très artistique comme démarche. De toute façon, l'interdiction n'est pas très artistique. Donc voilà. Après, pour faire quand même un effort sur les grands traits de ce qu'est ma musique, c'est quand même de la chanson en français pour la plupart de mes créations. Je vais plutôt dire ce que j'aime. Je pense que ce sera plus simple parce que c'est ce qui se retrouve dans ma musique. Donc, je pense qu'il y a j'ai une passion pour le rythme, et notamment ce qu'on appelle le groove. Donc, il y a beaucoup de ça dans la musique, et beaucoup de travail là-dessus. J'aime beaucoup les harmonies vocales aussi, donc j'en fais beaucoup. Après, pour ce qui est des influences, au niveau du texte, je dirais que c'est quelque part entre la chanson française traditionnelle et les grands noms de cette chanson française. Je parle de Brel, Brassens, Souchon, si on vient un peu plus récemment, mais il y en a plein d'autres. C'est une espèce de mélange entre ça et l'influence du rap et des jeux de sonorités dans la langue française. Donc ça, je pense, c'est ça en gros les grosses influences pour le texte. Et pour ce qui est de la musique, il y a plusieurs couleurs. Il y a la musique urbaine, il y a le jazz, il y a la world music. En fait, j'ai pas vraiment de frontières. En fait, c'est difficile parce qu'à chaque fois que je commence à dire des choses, j'ai l'impression qu'il y a une voix dans ma tête qui me dit mais non, mais c'est pas possible de le présenter comme ça. Mais en fait, si, on peut quand même. On peut. Après, pour le reste, pour se faire vraiment une idée, reste à écouter, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une personne marquante dans ton parcours artistique ? Une personne qui t'a aidé, qui t'a guidé
Une personne marquante, quoi. Une personne marquante, oui, mais pas une, en fait, plusieurs. Déjà, je pense que la première, c'est mon père, je pense, puisque c'est le premier musicien que j'ai vu de ma vie. Quand bien même il n'était pas vraiment musicien, puisqu'il était médecin, mais il était musicien quand même. Après, mon deuxième prof de musique, qui est avec lequel j'ai bossé un peu et qui est celui qui m'a permis de prendre conscience que c'était possible et que malgré mon parcours atypique de musicien, c'est-à-dire que j'ai pas eu une formation conservatoire, j'ai eu des profs particuliers et j'ai beaucoup appris en autodidacte. Donc malgré ça, il m'a fait prendre conscience que malgré ça, j'avais tout à fait ma place dans ce milieu-là. Et ensuite, j'ai envie de dire quand même, la plupart des musiciens avec lesquels je joue sont des personnes marquantes pour moi, que ce soit d'un point de vue d'humain à humain sur les relations humaines, ou d'un point de vue de musicien tout simplement. Il y a des musiciens avec lesquels j'ai collaboré qui m'ont épaté et j'aime beaucoup les musiciens, vraiment. J'aime beaucoup ça. Je suis assez geek des très bons musiciens. Et donc, je suis très admiratif de ça et je mange beaucoup de ces infos-là. Voilà. Donc, j'essaye toujours quand je joue avec quelqu'un qui fait quelque chose que je ne sais pas faire et que je ne comprends qu'à moitié, c'est génial pour moi. Je fais tout pour essayer de comprendre et pour intégrer ça et le digérer à ma sauce. Et donc voilà, les musiciens avec lesquels j'ai joué et aussi des gens que je ne connais pas mais qui sont des musiciens que j'écoute, même des stars parfois, mais qui révolutionnent une conception parfois. Enfin, je veux dire, on peut dire que ce sont des personnes marquantes même si ce ne sont pas des personnes que je connais personnellement. Si tu ne devais choisir qu'une seule chanson pour que quelqu'un découvre ton univers, pour qu'il t'écoute pour la première fois, quelle chanson choisirais-tu? C'est difficile. J'imagine, bah oui, forcément une chanson de l'album. En fait, ça dépend parce que il y a une vidéo qui est sortie l'année dernière d'un concert Sofar. La chanson s'appelle La musique m'appelle. Elle est jamais sortie. Enfin, elle a jamais été vendue. Elle est pas sur un album et tout. C'est ça que je veux dire. Mais c'est la chanson qui raconte. Ça commence par je pourrais te parler droit civil, droit pénal, je pourrais te défendre au tribunal, tu vois où ça va, quoi. Mais la musique m'appelle, en gros. Donc il y a ça, éventuellement, pour le texte. Après, c'est pas forcément la chanson que je préfère, mais pour les autres, j'avoue que j'ai un doute, Pour les chansons de l'album, il y a Les Roses, qui est en général la plus populaire. Je crie, qui est une des plus populaires aussi. La boucle est bouclée. Ouais. Voilà, et Panurge. En fait, c'est quelque part entre ces quatre-là, qui est un duo avec Jojoa. Ouais. Voilà, quelque part entre ces quatre-là. J'avoue qu'entre ces quatre-là, c'est dur de choisir. Eh ben, je piocherai. Ouais. Je piocherai. Celle que tu préfères, toi. Y a un monde là-dedans, et c'est impressionnant ce que peuvent faire les gens pour un soi-disant bon moment. On s'entasse et l'on transpire, on se masse sans réfléchir, on ne se souvient plus vraiment. Mais pourquoi on est venu exactement ? Ah ouais, c'est vrai. C'est vraiment fascinant, cette volonté d'alignement, sans se demander réellement qui est celui qui marche devant. Une seule et simple ambition, une pulsion d'intégration, on ne sait même plus vraiment. Mais pourquoi on se suit exactement ?
Ah ouais, c'est vrai. Panurge, je suis pas qu'on s'insurge contre cette absurde filature. Que l'on s'insurge au lieu de marcher au pas. Panurge, je suis pas qu'on s'insurge contre cette absurde filature. Que l'on s'insurge au lieu de marcher au pas. Dans les traces du précédent, j'excelle au rôle de suivant. À quoi bon m'éloigner du rang? Penser serait bien fatigant. Mais dans la masse, une place est chère. Faut se battre pour se la faire. Je te cogne, Je te le rends. Mais pourquoi on se tape exactement? Ah ouais, c'est vrai. Panurge, je suis pas qu'on s'insurge contre cette absurde filature. Que l'on s'insurge au lieu de marcher au pas. Panurge, je suis pas qu'on s'insurge contre cette absurde filature. Que l'on s'insurge au lieu de marcher au pas. Et si seulement pour un instant je lâchais le confort aimant et j'osais le différemment sans me soucier du sens du vent. Voici donc une solution, cultiver sa propre opinion. Demain chacun fait comme il le sent. Et ben voilà, c'est ça, exactement. Oh, hey. Y a pas de mais. Non mais. J'ai donc pioché le titre Panurge en duo avec Jojoa. Un prochain album de Rom-Tom arrive tout bientôt. Restez connectés, toutes les informations sont sur le lien de la description. Et pour conclure cet épisode, comme d'habitude, avec un texte, j'ai choisi celui lu par Guy Chouraki de la Danse des mots. Nous venons d'écouter une chanson avec des moutons, alors restons dans cette ambiance champêtre. Guy nous raconte l'installation au moulin de Alphonse Daudet, extrait des Lettres de mon moulin. Un joli bois de pin, tout étincelant de lumière, dégringole devant moi jusqu'au bas de la côte. À l'horizon, les Alpilles découpent leurs crêtes fines. Pas de bruit. À peine de loin en loin, en son de filtre, un courlis dans les lavandes, un grelot de mule sur la route. Tout ce beau paysage provençal ne vit que par la lumière. Et maintenant, comment voulez-vous que je le regrette, votre Paris bruyant et noir? Je suis si bien dans mon moulin. C'est si bien le coin que je cherchais, un petit coin parfumé et chaud, à 1000 lieues des journaux, des fiacres, du brouillard. Et que de jolies choses autour de moi. Il y a à peine 8 jours que je suis installé. J'ai déjà la tête bourrée d'impressions et de souvenirs. Tenez, pas plus tard qu'hier soir, j'ai assisté à la rentrée des troupeaux dans un mât, une ferme, qui est au bas de la côte. Et je vous jure que je ne donnerai pas ce spectacle pour toutes les premières que vous avez eues à Paris cette semaine. Jugez plutôt. Il faut vous dire qu'en Provence, c'est l'usage, quand viennent les chaleurs, d'envoyer le bétail dans les Alpes. Bêtes et gens passent 5 ou 6 mois là-haut, logés à la belle étoile, dans l'herbe jusqu'au ventre, puis, au premier frisson de l'automne, on redescend au mât, et l'on revient brouter bourgeoisement les petites collines grises que parfume le romarin. Donc hier soir, les troupeaux rentraient. Depuis le matin, le portail attendait, ouvert à 2 battants. Les bergeries étaient pleines de paille fraîche. D'heure en heure, on se disait « Maintenant, ils sont à Eyguères, maintenant, au Paradou ». Et puis tout à coup, vers le soir, un grand cri « Les voilà !» Et là-bas, au lointain, nous voyons le troupeau s'avancer dans une gloire de poussière. Toute la route semble marcher avec lui.
Les vieux béliers viennent d'abord, la corne en avant, l'air sauvage. Derrière eux, le gros des moutons, les mères un peu lasses, leurs nourrissons dans les pattes. Les mules à pompons rouges portant dans des paniers les agnelets d'un jour qu'elles bercent en marchant. Puis les chiens tout suants, avec des langues jusqu'à terre, et 2 grands coquins de berger drapés dans des manteaux de caddie roux qui leur tombent sur les talons comme des chapes. Tout cela défile devant nous joyeusement et s'engouffre sous le portail, en piétinant avec un bruit d'averse. Il faut voir quel émoi dans la maison. Du haut de leur perchoir, les gros pans, verts et or, à crête de tulle, ont reconnu les arrivants et les accueillent par un formidable coup de trompette. Le poulailler, qui s'endormait, se réveille en sursaut. Tout le monde est sur pied, pigeons, canards, dindons, pintades. La basse-cour est comme folle. Les poules parlent de passer la nuit. On dirait que chaque mouton a rapporté dans sa laine, avec un parfum d'Alpes sauvages, un peu de cet air vif des montagnes qui grise et qui fait danser. C'est au milieu de tout ce train que le troupeau gagne son gîte. Rien de charmant comme cette installation. Et bien voilà, c'est terminé pour ce dimanche et pour cette saison. Dans 15 jours, un épisode bonus sera posté, un peu différent de tous ceux que vous avez eu la sympathie d'écouter. Guy, Magali, Dominique et moi espérons vous retrouver en 2022. Si ce podcast vous plaît, si vous êtes artiste ou si vous connaissez des artistes intéressés par une participation à ce podcast, contactez-nous. Le mail, tout attaché, en minuscule, la danse des mots, MOTS, @orange.fr. Et si vous zappez l'épisode bonus, ce qui serait dommage, passez de très belles fêtes. Allez, zou, on referme les coulisses.